à notre prochaine table ronde sur les délais de paiement, optimisation de BFR, prévision de trésorerie, comment préparer la reprise et pérenniser le cash. Et pour ça, je vais donner la parole à Pascal Kiry qui va présenter ses intervenants sur ce sujet. Bonjour Pascal. Bonjour Jean-Guillaume, on t'en veut pas de nous léguer la patate chaude avec 10 minutes de retard. Et on va maintenant commencer notre table ronde, effectivement, sur les délais de paiement, l'optimisation du BFR, les prévisions de trésorerie, comment préparer la reprise et pérenniser le cash. Bienvenue à tous. Donc, je vais commencer par vous, Anna Boata. Vous êtes directrice de la recherche macroéconomique chez Euler Hermès. Vous êtes le leader mondial des solutions d'assurance crédit pour les entreprises. Comment est-ce que vous voyez actuellement la situation de trésorerie des entreprises en France et en Europe? Bonjour à tous, merci pour l'invitation à cet événement. Effectivement, la trésorerie des entreprises aujourd'hui, c'est un sujet qui frappe parce qu'on ne s'attendait pas forcément à ce que la trésorerie soit aussi renforcée après 2020, face à un choc inédit. Mais aussi, ce qu'on remarque, c'est qu'on est dans une situation quand même assez hétérogène entre les secteurs, entre les tailles d'entreprises. Aujourd'hui, les grandes entreprises en France ont un excès de cash, une trésorerie en plus, et ça explique à peu près la moitié de ce qu'on peut voir d'accumulation depuis le début de 2020. Pour vous donner un ordre de grandeur, donc en France, on a accumulé à peu près 170 milliards d'euros en dépôts bancaires dans l'ensemble des secteurs et dans l'ensemble des entreprises, dont on sait très bien 130 milliards étaient des PGE. Mais bon, face à ça, on a un report de charges et d'impôts, donc 70 milliards. Face à ça, on a une augmentation du BFR, parce qu'on est dans une période de reprise et on sait très bien que les délais de paiement vont se rallonger, qu'on va devoir constituer des stocks, puisqu'on est en retard, en France, mais aussi en Europe. Donc, à peu près, on estime aujourd'hui, à fin janvier, un excès de trésorerie, si on peut l'appeler comme ça, un cash à un petit peu moins de 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros, c'est à peu près 7% du PIB en France, donc c'est quand même un chiffre très élevé. Et la question se pose, qu'est-ce qu'on va faire avec ce cash? Effectivement, l'environnement est assez propice pour pouvoir investir, puisqu'on sait qu'on va rentrer dans une reprise, qu'on a des effets de rattrapage très importants, rien que quand on regarde les taux de capacité d'utilisation. Et justement, je parlais des hétérogénéités entre les secteurs. Le secteur du manufacturier, quelques secteurs proches du consommateur dans les biens non essentiels sont parmi les secteurs qui ont accumulé une forte proportion de cet excès de cash. Donc nous, on attend effectivement que le secteur du manufacturier poursuive cette lancée sur l'investissement. On l'a vu au 4e trimestre, malgré le confinement assez ciblé, l'investissement des entreprises a continué à augmenter. Donc il semblerait qu'on est sur une lancée d'investissement de rattrapage, probablement de modernisation de l'appareil productif, de digitalisation, automatisation de certaines machines. Mais la question se pose aussi sur la croissance externe, puisqu'on est dans une période où on a quand même encore beaucoup de liquidités, des conditions de financement qui sont encore très favorable. Donc, est-ce que les entreprises auront assez de confiance pour se lancer dans un cycle d'investissement plus pérenne? Donc, ça, c'est un petit peu la question qui travaille les économistes aujourd'hui, puisqu'on sait très bien que, bon, voilà, on parle de 100 milliards d'euros, mais en même temps, il faut donner aux entreprises beaucoup plus de visibilité quant au remboursement des dettes. Parce qu'effectivement, c'est bien de rallonger ces périodes de grâce, mais en même temps, qu'est-ce qui se passe après les 2 ans? Qu'est-ce qui se passe avec les remboursements de PGE? Et enfin, je pense qu'il faut donner aussi aux entreprises un petit boost, un petit coup de pouce pour les inciter à investir. Aujourd'hui, si on regarde dans d'autres pays européens, si on prend le cas du Royaume-Uni, ils ont un petit peu plus d'excès de cash. Donc, c'est vrai que l'excès de cash il est plus important, mais en même temps, ils font une sorte de PGE de relance et en même temps, ils font un schéma de suramortisation des investissements à 130%. Donc, si on se rappelle bien, c'est ce que l'Italie avait fait en 2016, 2017, 2018 et ça a bien marché. Donc, je pense qu'aujourd'hui, au-delà des délais plus longs de remboursement des PGE, de récapitalisation des entreprises françaises qui, on sait, sont celles qui sont le moins capitalisées en Europe, il faut aussi donner des outils pour les inciter à investir. Et le chemin de suramortisation, c'est pour moi ça serait pour moi une bonne solution.
Bon, écoutez, merci de cette suggestion. Je me tourne maintenant vers Frédéric Wisniewski. On a la chance de vous avoir. Vous êtes médiateur national du crédit aux entreprises. Est-ce que vous pouvez nous faire un point de votre côté sur la situation des délais de paiement que vous observez en ce début d'année? Oui, merci. Alors, le crédit interentreprise est une sorte de mal français, une sorte de drogue. C'est 700 milliards d'euros. Donc, c'est extrêmement significatif. Donc, tout mouvement dans les paiements et tout retard de délai de paiement peut avoir des conséquences significatives. Au niveau de l'Observatoire des délais de paiement, on estime à 19 milliards le déficit de trésorerie pour les PME qui résulte de retard de paiement. Donc, c'est quelque chose d'important. Quand on a abordé la crise, ça a été bien évidemment un point d'attention, ce qui a conduit le gouverneur de la Banque de France et le ministre à créer un comité de crise sur les délais de paiement, dont l'objectif était de suivre la situation, notamment des grands donneurs d'ordre, pour s'assurer qu'il n'y avait pas de dérive. Si on regarde les chiffres, alors ils seront publiés dans le rapport de l'Observatoire quelque part au mois d'avril. On est parti d'avant-crise, des retards de paiement de 11 jours en moyenne. Il y a eu une montée pratiquement à 15 jours de retard de paiement pour revenir vers 13 jours en fin d'année. Donc, il y a une situation qui s'est détériorée mais stabilisée. Et bien évidemment, comme ça vient d'être dit, il y a un enjeu dans le cadre de la relance de bien veiller à ce qu'il n'y ait pas cette dérive. Alors, il y a ce montant de cash qui résulte de toutes les mesures de soutien et la difficulté, bien évidemment, sera de voir comment on sort de ces mesures de soutien de manière progressive pour un certain nombre de secteurs et il faudra voir comment le cash qui est disponible, les PGE non utilisés qui sont dans les comptes, comme l'a dit Sébastien Raspillier dans la table ronde précédente. Voilà, donc tout ça va être un point d'attention pour cette année 2021. Bien, je me tourne maintenant vers Jean Revaux, qui est directeur de la relation client chez Facto France. Quel est votre constat de votre côté? Alors bonjour à toutes et à tous. Alors notre constat à travers le prisme d'affacturage, qui est effectivement le métier de gestion, de recouvrement et de financement de créances, nous a permis d'observer après le premier confinement où effectivement la situation s'est extrêmement tendue, dès le mois de juillet, un relâchement des besoins de financement, des tensions de financement, puisque si historiquement les clients utilisent en moyenne 85% du financement disponible à travers leur cession de créances, on est tombé sur des pourcentages inférieurs à 70% très rapidement. Alors c'est une moyenne, il faut aussi nuancer puisque selon les secteurs d'activité, selon les volumes réalisés et l'impact de la crise, il y a bien sûr des grands écarts. Et cette chute du besoin et d'utilisation du financement perdure encore aujourd'hui, même si on constate sur les 2 derniers mois une légère reprise du financement. Est-ce que c'est le signe des effets déjà peut-être d'une reprise ou des effets par contre moins forts qu'ont pu produire au départ effectivement les PGE et les aides sur un certain nombre d'entreprises. Voilà. Donc ça on le surveille avec attention, mais effectivement on observe cette capacité aujourd'hui à détenir de la trésorerie qui était tout à fait historique. Pour vous situer, l'affacturage, qui est la première source de financement court terme de vente découvert en France depuis plusieurs années, a vu ses encours financés sur l'ensemble du marché de 7 milliards pour des encours qui étaient habituellement de l'ordre de 30-35 milliards. Donc c'est quand même 20% de baisse, qui illustre bien le besoin. Du côté des délais de paiement, mais ça vient d'être dit effectivement, après la tension lors du début de la crise, je pense que les entreprises étaient dans une telle situation d'inconnu, de craintes diverses, effectivement, qu'il y a eu immédiatement et une désorganisation qu'il faut souligner aussi, puisque tout le monde s'est retrouvé en confinement, en télétravail. Donc tout ça n'a pas aidé, donc il a contribué effectivement à un décalage des paiements supplémentaires. Mais là aussi, à la fois parce que cette trésorerie, cette manne qui est arrivée, et puis je pense aussi une certaine forme de solidarité qu'il faut noter quand même entre les donneurs d'ordre et leurs fournisseurs pour la majorité en tout cas, nous ont permis de voir effectivement un retour à la normale, si on peut dire, à la normale française à partir de l'automne.
Bien, et qu'est-ce que vous en pensez, Laurent Clélier, vous qui êtes directeur B2B de l'Europe chez Amex? Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Oui, Parfaitement. parfait. Merci. Donc, je vais essayer d'apporter un angle complémentaire à celui de mes collègues autour de la table. En fait, nous, on a plusieurs choses. Donc, on effectue aussi nous-mêmes nos études. Évidemment, je partage tout ce qui a été dit précédemment. Le point, c'est que on a pu constater au niveau des délais de paiement, puisqu'on intervient en tant que solution de paiement réellement sur la partie post-fournisseur. Donc, c'est ce qui nous rend complémentaire à ce que vient d'évoquer Jean précédemment. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que effectivement, beaucoup d'entreprises nous disent, dans les discussions que l'on peut avoir avec elles, qu'elles soient grandes ou petites, que évidemment, elles subissent à peu près 1 sur 5 dit subir des délais de paiement. Et plus inquiétant, en fait, et c'est une étude qui date de la fin d'année, c'est que les 13 jours, 15 jours, je les partage totalement, mais nous, on a vu sur des petites entreprises des pics qui allaient jusqu'à 43 jours. Et donc, c'est quand même des éléments extrêmement concernants par rapport à tout cela. Évidemment, il y a un lien très fort avec la trésorerie, puisque 40% d'entre elles disent avoir eu des tensions sur la trésorerie. Et donc, c'est un focus très important pour elles, d'accord, de retrouver des positions aujourd'hui de trésorerie soit à la hauteur. Et donc, évidemment, on voit différents types de comportements pour aller un petit peu plus dans les détails rapidement. C'est qu'on va voir des entreprises, des comportements d'entreprises qui vont rester effectivement un peu plus passifs face à la situation, puisque c'était largement dit ce matin, des situations de PGE et autres, et c'est ce qu'évoquait Anna précédemment avec des grandes entreprises qui vont bénéficier d'un PGE et donc qui vont avoir des positions de cash assez solides. Mais malgré ça, certaines autres vont avoir des positions et des attitudes très offensives et vont être à la recherche justement de recherche de solutions, comment elles peuvent effectivement continuer à optimiser leur position de cash, comment elles peuvent aussi travailler sur ces principes de BFR et sur les leviers du BFR, que ce soit post-client ou post-fournisseur. Voilà. Donc on sent vraiment des attitudes un petit peu différentes au niveau des entreprises aujourd'hui, mais surtout une préoccupation, une envie de pouvoir améliorer les choses et aussi peut-être de comprendre comment fonctionne l'écosystème et peut-être aussi à la recherche de solutions alternatives, mais on y viendra tout à l'heure. Bien, et je me tourne maintenant vers le cinquième participant de notre table ronde, Jean-Luc Lizoard. Vous êtes directeur administratif et financier d'Hémisphère, qui est l'un des leaders mondiaux dans la formation des entreprises. Alors là, c'est plutôt avec votre casquette de DAF qu'on va vous interroger. Et comment vous vivez actuellement en tant que DAF d'une ETI la situation de trésorerie? Bonjour à tous, d'abord. Je sais pas si Est-ce que vous pouvez parler plus fort? On a du mal à vous entendre. vous ne m'entendez pas bien. C'est un peu mieux. Alors, je ne sais pas trop comment faire mieux. Je ne sais pas si vous m'entendez mieux là. C'est bon, voilà. Le plus fort possible. Bon, bonjour à tous. Déjà, merci de votre invitation. Donc, en réponse à votre question, comment le DAF d'une ETI vit-il actuellement la situation de trésorerie? C'est vrai qu'il y a un an, exactement un an d'aujourd'hui, on savait vraiment pas où on allait. On entendait un petit peu tout et son contraire sur ce qui allait advenir des comportements de paiement, de la sinistralité des entreprises, de la chute du PIB, voilà combien. Enfin, on se posait vraiment beaucoup de questions. Et un an après, très clairement, on va beaucoup mieux que ce à quoi on pouvait s'attendre au lendemain du premier confinement. D'abord parce que pour ce qui nous concerne, nous avons la chance d'avoir un modèle économique assez résilient qui nous a permis d'avoir un impact relativement limité sur notre activité, puisque notre modèle est basé sur des abonnements donc qui génèrent un BFR structurellement négatif. D'autre part, nous accompagnons nos clients donc pour les aider préventivement à gérer leurs risques. Donc clairement, ce sont des activités qui ont continué à fonctionner, voire qui se sont développées pendant la crise. Mais une autre raison pour laquelle nous allons aujourd'hui beaucoup mieux que ce que nous imaginions, c'est du fait évidemment des mesures de soutien massives qui ont été mises en place sur l'ensemble de l'économie. Les PGE ont permis évidemment de préserver les trésoreries. On a connu une sinistralité très inférieure à ce que nous imaginions et nous n'avons pas, pour notre part, eu de dégradation de nos conditions de paiement de nos clients et nous n'avons, nous, évidemment, pas non plus évidemment dégradé nos conditions de paiement vis-à-vis de nos fournisseurs. Donc, on vit plutôt pas trop mal cette situation. On a aussi mis en place beaucoup de choses pendant cette période et nous avons un BFR qui ne s'est sur la période pas dégradé.
pour répondre clairement à votre question. Très bien. Et quelles sont les mesures que vous avez prises durant le confinement pour améliorer votre processus de paiement en interne? Alors, pendant le confinement et dès le premier jour du confinement, la gestion du cash a été une priorité absolue sur cette période. On a mis en œuvre des mesures d'efficacité opérationnelle en digitalisant l'ensemble de nos processus commerciaux et contractuels. On a déployé des solutions de signature électronique qui nous ont permis d'accélérer ces process commerciaux et contractuels. On a digitalisé aussi nos processus financiers. Donc 70% aujourd'hui de nos clients, on leur envoie des factures électroniques contre seulement 20% avant la pandémie. Idem pour nos fournisseurs, que nous ne recevons plus que des factures électroniques et nous réglons évidemment plus que par virement. Toutes ces mesures opérationnelles ont eu pour effet d'accélérer la transmission d'informations, accélérer nos facturations, réduire les délais techniques et nous ont amené des gains importants en matière de délai et aussi en matière de coûts. On a moins d'affranchissements, on a un certain nombre de déplacements qui ont disparu. Au-delà de l'efficacité opérationnelle, nous avons aussi poursuivi un monitoring très strict de notre BFR par une politique crédit que nous avons adaptée, je dirais, au fil des mois, donc pour tout ce qui concerne les entrées en relation, la gestion des encours, le scoring. Et nous avons aussi essayé d'améliorer nos process de relance-recouvrement, notamment en accélérant la relance préventive, qui s'est révélée un outil très efficace. D'où globalement un process order to cash sur cette période qui s'est paradoxalement plutôt amélioré que dégradé. Très bien. Et alors, vous aussi, Frédéric Wisniewski, vous avez innové la médiation du crédit en mettant en place un baromètre des délais de paiement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Oui, alors c'est un baromètre qu'on a mis en place dans le comité de crise que j'évoquais tout à l'heure. Ce comité de crise qu'on a mis en place dès fin mars, il a fonctionné avec des remontées d'informations au travers des organisations interprofessionnelles qui participent aux travaux de ce comité, ce qui nous a conduit à intervenir auprès d'une quarantaine d'entreprises. Et puis, pour avoir une visibilité au-delà de ces cas individuels sur ce qui se passait, il y a les dossiers de la médiation qui arrivent à la médiation des entreprises, donc le pilote Pierre Pelouzet, mon collègue qui gère les relations entre entreprises. Et puis, on a des statistiques au niveau de la Banque de France sur les effets, mais c'est une partie marginale en termes de paiement. Et donc, quand on a fait le bilan à l'été du fonctionnement de ce comité, on s'est dit, on a des informations individuelles, on a des informations agrégées, mais qui sont décalées dans le temps. Et donc, on a souhaité mettre en place un baromètre qui est un sondage qu'on a commencé à faire au mois de novembre et qu'on va faire maintenant de manière trimestrielle, qui a mesuré le ressenti des entreprises. Donc, on a publié les résultats, donc ce qui confirme les chiffres que je mentionnais tout à l'heure, donc une certaine accalmie, une sortie de zone d'alerte, comme on l'a dit, même s'il y a une détérioration globale. Et puis surtout, on a constaté ce qu'on avait mis en avant, c'est qu'il y a aussi des pratiques non coopératives, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui respectent les délais de paiement, mais le bon de commande est émis tardivement, il y a des délais dans la validation des travaux, enfin il y a d'autres moyens qui sont mis en œuvre par les entreprises, tout en respectant les délais de paiement, mais pour retarder finalement la disposition. Donc ce baromètre a pour objectif de nous donner ce type d'indicateur, ce qui nous permettra d'intervenir, d'alerter les organisations interprofessionnelles sur les dérives que l'on pourra constater. Vous l'avez dit, mais on vous a mal entendu à ce moment-là. La ligne était mauvaise. Quelle est la fréquence de parution de ce baromètre? Trimestriel. Donc là, on a fait sur le mois de novembre, le premier, le deuxième sera fait sur le mois de février. Et il sera disponible à quel moment? En cours, d'accord. Alors vous avez choisi. Début avril. D'accord. Et donc vous avez choisi de montrer uniquement les mauvais payeurs, mais aussi de valoriser les entreprises qui étaient engagées à améliorer leurs conditions de paiement. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision et comment vous avez choisi les heureux lauréats? Oui, tout à fait. Donc effectivement, l'objectif du comité, c'était d'intervenir auprès des mauvais, donc la quarantaine que j'évoquais. Et puis on a constaté qu'en fait, il y avait aussi des entreprises qui d'elles-mêmes annonçaient vouloir soutenir leurs fournisseurs, soit en généralisant les acomptes, en accélérant les délais de paiement. Donc le principe que l'on a retenu, c'était le fait qu'il y a une annonce publique, c'est-à-dire qu'il y ait soit un communiqué de presse, soit une déclaration publique des dirigeants. Ensuite, on a averti ces entreprises qu'on allait les mettre dans nos communiqués de presse, ce qui, bien évidemment, leur rajoutait une responsabilité
supplémentaires puisqu'ils affichaient le fait de bien respecter les délais de paiement et donc elles étaient bien évidemment attentives à ce que cela continue. Donc je crois que c'est quelque chose qui a permis cette double action, hein, intervenir sur les mauvais et valoriser les bons, de contenir finalement d'une certaine manière les délais de paiement au cours de l'année 2020, même s'il y a eu cette dérive que je mentionnais. Alors, l'innovation dans le domaine des paiements a aussi pris la forme d'un nouveau mécanisme d'affacturage qui permet d'obtenir un financement dès la prise de commande et non pas l'émission de facture. Est-ce que Jean Revaux, vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors effectivement, en principe, l'affacturage intervient pour financer une facture émise lorsque la prestation ou la livraison du produit facturé a bien été effectuée, et le facteur prend son risque effectivement de paiement sur le débiteur final. C'est le principe même de l'affacturage. Donc, jusqu'à présent, évidemment, personne n'avait imaginé financer des commandes. Sous l'égide de l'Association des sociétés financières et donc avec la participation de l'État dans le cadre d'une garantie de l'État qui va jusqu'à 90%, les sociétés d'affacturage proposent depuis septembre 2020 et ce jusqu'au 30 juin 2021 la possibilité de financer des bons de commande. Donc, il y a une commission de garantie de l'État qui est de 0,25 pour rata temporis du plafond de financement accordé, 0,50 pour les entreprises de plus de 250 salariés, donc commission très modeste, qui permet d'octroyer un financement donc en amont de la facturation sur la base de la commande ferme et qui va permettre à l'entreprise de financer effectivement de commander et de financer ses achats de marchandises, matières premières, financer son cycle de production, les charges inhérentes à la réalisation de ces prestations, et dès lors que cette commande est relative à des prestations réalisées et facturées dans un délai maximum de 6 mois après la prise de commande, ce qui donne quand même une bonne perspective. Voilà. Lors de la cession de la facture qui va être émise évidemment à l'issue de la prestation, le financement de créances octroyé vient alors se substituer au financement de commande jusqu'à l'échéance finale de la facture. Donc si on additionne l'avant facturation plus on va dire 60 jours de délai de paiement, on est sur une capacité aujourd'hui de financer un cycle d'exploitation finalement qui n'est plus de 60 jours mais qui est de 180 jusqu'à 240 jours, donc extrêmement long. Donc c'est une offre qui est intéressante pour accompagner justement les entreprises dans la phase de reprise d'activité où le financement du cycle d'exploitation peut être compliqué. Laurent Payet, le reverse factoring, on ne peut pas dire que ce soit une innovation récente, mais comment le voyez-vous évoluer en France où il est nettement moins développé qu'en d'autres pays comme l'Espagne par exemple? Oui, tout à fait. Oui, c'est un excellent point puisque vous l'avez compris dans ce que j'évoquais tout à l'heure que nous allons nous intervenir beaucoup plus sur le poste fournisseur, évidemment, et donc tout ce qui touche autour du poste fournisseur, effectivement, a une importance pour nous puisqu'on joue cette carte de la complémentarité. Donc le reverse factoring aujourd'hui, la position qu'il a en France est une position, on le voit, avec quelques programmes qui sont plutôt qui fonctionnent, mais très peu de programmes fonctionnent. On sait, on en connaît tous les limites et justement, on sait que la difficulté, c'est souvent la lourdeur et la complexité de déploiement de ce type de solution. Et c'est pour ça que moi, je pousse aussi pour justement faire en sorte que ces postes fournisseurs restent à un niveau de maturité élevé en France, en tout cas s'élèvent à un niveau de maturité élevé en France, pour être plus précis. Parce qu'on le voit, et ça a été dit précédemment, il y a une vraie maturité en France sur le poste client au travers des solutions de factoring qui sont des solutions qui fonctionnent extrêmement bien. Et il nous faut, pour trouver un bon équilibre, avoir de plus en plus de solutions sur le poste fournisseur. On intervient, nous, grâce à nos solutions de paiement sur ce principe. Donc, on va apporter des solutions complémentaires à celles du reverse factoring. Il y a des solutions de paiement avec des plateformes digitales qui vont permettre de pouvoir régler des fournisseurs partout dans le monde, et ce, avec des délais extrêmement courts, avec une grande agilité. Vous pouvez onboarder, mettre à bord de la solution un fournisseur à l'autre bout du monde en une semaine et bénéficier donc de 58 jours qui vont vous permettre d'avoir cette facilité de trésorerie et donc via un délai de paiement étendu, ce délai de paiement étendu
pouvant bien sûr être utilisés de différentes manières via de l'escompte et autres. Donc oui, à votre question, je crois qu'il y a un avenir pour le reverse factoring, mais au sens large, il y a un avenir pour l'optimisation du poste fournisseur. On le voit et ça a été dit précédemment par rapport au sujet qui aujourd'hui est un sujet où des entreprises qui subissent des problématiques de délai de paiement pourraient malheureusement pour certaines être tentées de reporter ces délais de paiement étendus vers leurs fournisseurs. Et il nous faut trouver aussi là des alternatives qui donnent la possibilité aux entreprises de bénéficier de solutions pour pouvoir justement avoir une approche beaucoup plus vertueuse du règlement de leurs fournisseurs en apportant des solutions qui sécurisent ce règlement, mais en même temps, eux leur offrent des solutions qui peuvent permettre d'avoir une extension de délai de paiement, donc des souplesses de trésorerie et donc des levées de tension sur leur BFR. Très bien. Et Jean-Luc Isoard, vous avez déjà utilisé la facturage ou le reverse factoring pour financer Elisphère? Alors, pour financer Elisphère, non, mais dans une précédente existence professionnelle, oui. Enfin, oui, pour la facturage, pas pour le reverse factoring qui n'existait pas à l'époque. En tout état de cause, donc, ce sont évidemment des outils très puissants, donc, auxquels les entreprises peuvent avoir recours en cas de besoin, parce qu'ils sont quand même relativement plus rapides à mettre en œuvre que d'autres outils de financement et qui peuvent rapidement apporter un cash significatif. Oui, très clairement, c'est des outils qui ont tout leur sens aujourd'hui quand on connaît le montant du crédit interentreprise. Très bien. Et Frédéric Winowski, je me retourne vers vous. Est-ce que vous pourriez nous parler du dispositif Cap-Relais qui avait été mis en place par l'organisme de réassurance des assureurs crédits, donc, dont on connaît l'importance en matière de délai de paiement? Oui, l'assurance crédit, c'est important, hein. Les engagements couverts, c'est 200 milliards au niveau national et 100 milliards à l'international. Donc, c'est significatif. Le problème de l'assurance crédit dans cette crise, et on l'avait connu d'ailleurs dans la crise précédente de 2008, c'est que les assureurs, ils mutualisent les risques. Donc, ils facturent des primes en fonction d'une sinistralité attendue. Et dans ce type de crise, la sinistralité potentiellement peut se détériorer dans beaucoup de secteurs et pour beaucoup d'entreprises. Ça pose un problème et la réaction, je dirais, naturelle de l'assureur crédit, ça va être de réduire ses expositions. Et donc, par rapport à ça, l'État avait mis en place, dès le début de la crise, donc en avril, des mécanismes qu'on appelle CAP, CAP+, qui visent à maintenir ou renforcer les couvertures, mais ça suppose que l'assureur crédit, il a déjà réduit son exposition, et donc l'assuré, il vient payer une assurance complémentaire qui va lui coûter plus cher. Donc, c'était pas forcément très satisfaisant, et donc l'État a mis en place au cours de l'été dernier un dispositif donc, qui s'appelle effectivement Cap-Relais, et qui vise en fait à partager le risque entre l'assureur crédit et l'État. Donc, là, dans la première phase de ce mécanisme, l'État prenait 80% du risque et il récupérait 80% des primes. Le dispositif donc était en vigueur jusqu'à la fin de l'année. Il a été renouvelé avec des caractéristiques différentes, c'est-à-dire que dans la première phase, l'État prenait 75% du risque et 75% des primes, et le mécanisme a été Et est-ce qu'on peut dire que Cap-Relais concerne aussi les grandes entreprises et les filiales étrangères des groupes français? Oui, dans le nouveau dispositif, dans la première phase, le dispositif initial, c'était effectivement que les TPE, PME, ETI et en dehors de l'international. Et maintenant, le dispositif Cap-Relais s'applique à la fois à toutes les entreprises, donc y compris les grandes entreprises, et effectivement sur l'activité internationale. Ok. Alors, qui dit filiale étrangère, activité internationale, dit souvent risque de change, dit souvent dollar. Je propose de faire une petite pause dans notre débat pour laisser le temps aux participants de la salle virtuelle de répondre à un petit sondage. Comment voyez-vous l'évolution du dollar dans les 12 à 24 mois prochains? La hausse, stable par rapport au niveau actuel d'environ 1,20 ou en baisse? Pour ce faire, vous allez sur le côté droit de votre écran, vous avez 6 icônes. C'est la dernière. Celle qui est marquée 3 bâtons comme dans un diagramme, c'est le sondage. On va continuer, nous, pendant que vous votez, on va continuer
à débattre. Et puis, quand Héloïse Cartier nous aura communiqué les résultats de vos opinions, je demanderai à Anna Boata de nous les commenter. Et donc, je me retourne vers vous, Jean-Luc Isoard. Quelles sont les principales mesures que vous envisagez de prendre, de mettre en place dans les prochains mois pour améliorer le processus de paiement ou que vous suggériez, du fait de votre expérience, de mettre en place à vos collègues DAF qui nous écoutent? Dans les mois qui viennent, donc poursuivre ce qu'on a fait pendant cette dernière année, mais surtout mettre nos efforts sur l'accroissement de notre agilité et sur la rapidité à réagir autour de 3 mots-clés que sont prévoir, prévoir et anticiper, monitorer et s'adapter. Il nous est apparu dans cette période que l'adaptation était une clé pour les entreprises de notre taille. Donc, prévoir et anticiper, tout d'abord, c'est quoi pour nous? C'est déjà prévoir plus que jamais, pour des entreprises de taille moyenne comme les nôtres, plus que jamais bien travailler sa trésorerie. C'est pas quand un problème survient qu'il faut le traiter, il est généralement trop tard, parce que la plupart des solutions qu'on doit mettre en œuvre à ce moment-là sont généralement un petit peu longues, que ce soit du renforcement de fonds propres, de la nouvelle dette, la cession bail, du financement d'actifs, et même les techniques d'affacturage qui sont relativement rapides, nécessitent un certain temps. Donc il faut impérativement prévoir, mettre en place un budget de trésor, l'actualiser, le suivre, avoir un outil pour ça. Et je pense qu'il nous faut aussi, en tant que TI, anticiper que cette crise qu'on imaginait durer 3 mois il y a 1 an, quand on s'est confiné pour la première fois et on imaginait que 3 mois après, ou 3 semaines, je ne sais plus ce qu'on nous avait annoncé comme premier confinement, que ça allait être très rapide. Cette crise s'est allongée dans le temps, s'allonge dans le temps et dure beaucoup plus que prévu. Et il nous faut anticiper la fin de l'effet des aides gouvernementales sur la santé des entreprises et de l'économie en général. Il va bien arriver un moment où les choses, on peut imaginer que les choses pourraient se dégrader un petit peu dans le futur. Donc, premier axe, prévoir et anticiper. Deuxième axe pour nous, c'est monitorer au quotidien de plus en plus finement l'évolution de la santé de nos clients, mais aussi de nos fournisseurs. Alors, pour ce qui nous concerne, nous utilisons nos propres outils pour monitorer nos clients, puisque nos outils servent à maîtriser les risques au quotidien. Donc, nous utilisons toutes ces informations que nous produisons et toutes ces solutions pour alimenter nos propres systèmes de gestion de crédit client et de relance recouvrement. Les informations, c'est de l'information financière sur les entreprises françaises et internationales avec lesquelles nous travaillons. Ce sont des scores de probabilité de défaillance que nous produisons, des scores de comportement de paiement, des indices de résilience Covid, qui est la sensibilité de l'entreprise à la crise, des avis de crédit, analyse financière, que sais-je. Utiliser toutes ces informations et solutions dans nos propres outils pour être très performant et très prédictif. Nous avons aussi développé, on en parlait tout à l'heure, la relance préventive qui s'avère une solution très efficace pour rester d'une part en contact avec ses clients, mais s'assurer qu'ils vont bien nous régler à bonne date. Et puis, nous avons aussi développé notre service relation client qui se trouve être un outil très efficace qui désamorce beaucoup de litiges qui sont souvent une des premières causes de retard de paiement. Donc, je dirais prévoir et anticiper, monitorer, et s'adapter à ce qui va nous arriver. Voilà, donc les principaux axes que nous allons mettre en place, que nous avons mis en place et que nous allons poursuivre dans l'année qui vient. Jean Revaux, qu'est-ce que vous conseilleriez aux entreprises qui, avec la reprise de l'activité économique, vont voir leurs besoins en fonds de roulement se regonfler? Alors, il est difficile d'établir un agenda de reprise, effectivement, dans le contexte d'incertitude que nous connaissons. Et il y aura de grands écarts entre les secteurs d'activité, bien entendu, quant à la puissance de cette reprise et quant à son véritable déclenchement. Néanmoins, les entreprises devront quand même faire des choix rapidement. On a parlé et rejoint complètement Jean-Luc qui vient de parler d'anticipation, de trésorerie. Il va falloir faire des choix rapidement, notamment en ce qui concerne l'arbitrage entre le remboursement total ou partiel des PGE ou l'étalement. La tentation, évidemment, c'est de dire, de toute façon, je ne suis pas obligé de rembourser maintenant, donc gardons cette trésorerie. Il faut pas oublier que ça a été dit ce matin aussi, notamment par Sébastien Raspillier, c'est un prêt, donc il va falloir le rembourser. Donc c'est un endettement qui va venir s'ajouter à l'endettement de l'entreprise et avec des compte de résultats qui, malheureusement, compte tenu de l'année que nous venons de vivre, seront fortement dégradés au niveau pour la plupart des entreprises.
il va y avoir un alourdissement de l'endettement qui risque d'être dommageable et qui peut réduire la capacité à recourir à de nouveaux financements auprès des banques dans les mois et années à venir. Donc, il faut bien l'avoir en tête. L'important aujourd'hui, effectivement, pour l'entreprise, c'est de protéger la trésorerie disponible. Cash is king, comme disent les anglo-saxons. Ça permet de renforcer la confiance des partenaires, de mieux payer ses fournisseurs clés, eux-mêmes tributaires du crédit entreprise, et d'assurer le paiement des charges fixes. Donc ça, c'est primordial. Pour ça, effectivement, ça a été dit tout à l'heure, établir un budget de trésorerie, se projeter avec différents scénarios pour effectivement essayer d'y voir un peu plus clair sur les besoins en matière de financement de trésorerie et des leviers pour renforcer celle-ci. Alors dans ces leviers, la facturage répond de manière tout à fait complémentaire. C'est un produit complémentaire au concours bancaire en place pour sécuriser justement le financement de ce BFR et protéger l'entreprise. Il y a d'autres aspects de financement à travers ce produit. C'est aussi les outils de relance et de recouvrement si l'entreprise pense qu'elle n'est pas forcément la mieux équipée pour le faire. Et puis la garantie contre le risque d'impayé qui est associée aussi à ce contrat d'affacturage. Les ETI sont dans notre pays plus utilisatrices que les PME et les TPE. Toutes les entreprises n'ont pas forcément souscrit un contrat d'affacturage, effectivement. Pourtant, aujourd'hui, les facteurs proposent des formules très souples d'entrée et de sortie d'affacturage. Et la dématérialisation, la numérisation des processus, et des facturations notamment, font que maintenant, ce sont des solutions très simples à mettre en place pour toutes les entreprises, y compris pour les TPE. Laurent Pléier, de votre côté, vous avez des conseils à donner? Oui, je dirais en complément de ce que vient de mentionner Jean que effectivement, nous on milite pour le principe de la culture cash dans l'entreprise. C'est quelque chose qui est très important et il faut remettre le cash au centre des préoccupations de l'entreprise malgré les situations actuelles parce que c'est pas juste une photo, c'est quelque chose qui doit effectivement vivre puisque c'est pas la position de cash qui est la plus importante, c'est la façon dont ce cash circule et la façon dont il va être utilisé, la façon dont il va être priorisé dans l'utilisation que l'on va en faire. Donc ça, c'est le premier point, je dirais, remettre au centre finalement cette culture cash dans l'entreprise. Le deuxième, je l'évoquais tout à l'heure, c'est ce bon équilibre, de trouver un équilibre dans la façon dont les entreprises vont optimiser à la fois leur poste client et leur poste fournisseur. On sait que l'un est plus mature que l'autre, mais il faut essayer pour les entreprises de regarder l'ensemble des éléments qui sont les constituants même finalement de l'amélioration de leur position de cash et de leur BFR. Donc, regardez aussi ces positions qui permettent de sécuriser les paiements de leurs fournisseurs. Donc ça, c'est important. Et enfin, moi, je vais terminer par cela parce que c'est un point très important. Et Jean l'a dit, il y a aujourd'hui une vraie complémentarité des solutions sur le marché. Et plus les entreprises, nous on le voit dans les rencontres que l'on peut faire, plus une entreprise a une volonté à diversifier ses sources de financement, plus ça la rend solide par rapport au marché, par rapport aux différentes séquences qu'il peut avoir à vivre. Et effectivement, les effets de dépendance sont toujours compliqués pour une entreprise, alors que d'avoir une diversification de ses solutions de financement et d'avoir plusieurs sources lui permet d'être beaucoup plus agile sur un marché. Et nous, on le constate notamment pour les ETI, qui sont des ETI qui grandissent à l'international et qui sont aujourd'hui à la recherche finalement de cette agilité, pas seulement dans leur mode de fonctionnement, mais aussi dans leur financement. Merci. Frédéric Wisniewski, est-ce que vous voyez les pouvoirs publics à l'instigation européenne reprendre un mouvement de baisse des délais légaux maximum de paiement? C'est pas un point qui est aujourd'hui à l'ordre du jour. Je crois que la priorité, elle vient d'être mentionnée. C'est d'abord vers la bonne gestion de la trésorerie des entreprises. La facturation électronique devrait y participer. La poursuite de l'action de la DGCCRF avec le name and shame, je crois que ça produit aussi ses effets. Donc, je crois que c'est d'abord cela. On a aujourd'hui des délais de paiement, des retards de paiement 11-13 jours par rapport aux délais légaux. Donc, je crois qu'il faut d'abord tout faire pour réduire ces retards avant de penser à une baisse du délai légal maximal. Voilà les résultats du sondage qui viennent de tomber. Donc 50% des participants pensent que le dollar va rester stable
50%, on le voit à la hausse. Et vous, Anna Boata, comment vous voyez les choses dans ce domaine? Oui, effectivement, je pense que le résultat du sondage montre qu'on doit s'attendre à une certaine volatilité sur l'euro-dollar parce qu'on a des forces qui sont un petit peu contraires entre la politique monétaire américaine, les taux longs, mais aussi le marché action en Europe. Donc on a aujourd'hui ces forces un petit peu contraires qui tirent dans les deux directions. Je pense qu'on doit quand même s'attendre à une légère appréciation du dollar, effectivement. Rien que par le différentiel de taux entre les États-Unis et l'Europe, le différentiel de croissance, puisqu'aujourd'hui on voit bien que le stimulus de l'administration Biden de 1,9 trillion de dollars va quelque part un petit peu stimuler les forces de surchauffe de l'économie américaine. Et même si on sait que la Banque centrale est confortable à laisser l'inflation au-delà de sa cible de 2%, on s'attend quand même à un début de resserrement des conditions monétaires et financières en deuxième moitié de 2022, avec un risque que ça arrive un petit peu plus tôt. Et de l'autre côté, la Banque centrale européenne est à cheval, si je peux dire comme ça, sur les taux d'intérêt parce que c'est la dernière chose qu'elle voudrait voir, un resserrement des conditions de crédit qu'on voit déjà par les banques, une hausse des taux qui pourrait nuire en fait à ce nouveau cycle d'investissement et à la reprise. Et donc, on s'attend à ce qu'ils activent davantage les rachats d'obligations souveraines ou corporate au sein du programme de quantitative easing. Et donc, on aura quand même ces forces qui vont prévaloir. Donc, pour nous, en fait, un euro-dollar à 1,19 pour 2022 ou vers la fin de l'année, c'est quelque chose. Donc, ce ne sont pas des mouvements très forts, mais on peut voir une appréciation du dollar au-delà de 3% si vraiment l'économie réagit beaucoup plus fortement à ce stimulus. Il faut aussi savoir que c'est un stimulus orienté économie domestique, donc on sait qu'il y a un effet de rattrapage qui est très grand, on sait qu'il y a une inflation qui va être temporairement très élevée du fait qu'il y a aussi tous les secteurs Covid qui ont dû fermer, qui vont être tentés d'augmenter les prix pour récupérer un petit peu de chiffre d'affaires, de profitabilité, face à un excès de cash qu'on connaît aujourd'hui des entreprises, mais aussi des ménages. Et donc, tout est là pour comprendre est-ce que cet excès de cash qui va tirer un petit peu les prix à la hausse, les effets de base, voire les prix des commodités et toutes les perturbations sur la chaîne de valeur qu'on voit aujourd'hui tirer les prix de transport à la hausse, est-ce que ce sont juste des facteurs transitoires ou pas? Est-ce qu'on va aller vers des facteurs plus structurels qui vont garder l'inflation structurellement un peu plus haute et donc faire réagir les banques centrales sur une normalisation qui peut être un petit peu qui peut apporter plus de volatilité. On pense vraiment que c'est temporaire, mais il va falloir suivre de très près pour voir si effectivement on n'a pas un nouveau cycle des prix des commodités, puisque si c'est le cas, on peut s'attendre à une inflation plus pérennement supérieure à 2%. Et donc, avoir aussi une banque centrale européenne qui a plus du mal à contenir les attentes de marché. Aujourd'hui, tout le monde est sous le test, toutes les banques centrales sont testées, elles essaient de nous rassurer en nous disant on a la situation sous contrôle, on n'est pas behind the curve, comme on dit en anglais, mais pour l'instant, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de réactions au-delà de contenir les attentes par des discours qui sont qui donnent cette tendance. Donc, il va falloir suivre quelle est leur fonction de réaction. Mais voilà, je pense que le sondage montre bien cette volatilité qu'on attend sur l'euro-dollar. Bien, Jean Revaux, on parlait tout à l'heure du mécanisme d'escompte des commandes qui est normalement prévu pour s'achever le 30 juin 2021. C'est quelque chose que vous voyez être prorogé? Alors, à ce stade, j'ai pas de réponse et un peu tôt, je pense, pour en avoir une. Initialement, je rappelle que le programme qui a été lancé donc sur août-septembre devait s'arrêter fin décembre. Il a été prorogé de 6 mois parce qu'effectivement la reprise escomptée et les commandes qui l'accompagnaient se sont fait attendre. Il vaut mieux être prêt un peu trop tôt que trop tard, de toute manière. Les premières entreprises utilisatrices ont pour la plupart souscrit favorablement à la poursuite du mécanisme et ont souscrit pour la deuxième phase, donc jusqu'au mois de juin. La reprise elle a l'air d'être plus lente que ce qu'on espère tous, évidemment. Donc les accompagnements seront sans doute nécessaires sur une plus longue période.
Donc une prorogation, je dirais, serait souhaitable pour accompagner justement cette reprise au fil de l'eau. Néanmoins, d'ores et déjà, le financement des commandes jusqu'au 30 juin permet quand même de préfinancer des factures qui vont être émises jusqu'à la fin de l'année. Donc il faut pas oublier, même si la date de juin nous semble proche, que ce mécanisme peut aider pour un certain nombre de mois. Voilà ce que je peux vous dire. Très bien. Et Anna Boata, un dernier mot sur les prévisions macroéconomiques 2021, 2022, peut-être 2023, avant qu'on traite les quelques questions qui sont arrivées des participants dans la classe virtuelle. Oui, 2021, pour nous, c'est une année de transition vers la sortie de la crise sanitaire qui, effectivement, s'annonce un petit peu plus longue pour l'Europe que pour d'autres zones. Donc, quand on regarde les États-Unis, le Royaume-Uni, on voit bien que l'Europe a du mal aujourd'hui à rattraper le retard sur la vaccination. On est aujourd'hui 7 semaines en retard par rapport à une cible qui était de vacciner 70% des adultes à la fin de l'été. Ceci dit, on reste quand même confiant sur la vaccination des populations vulnérables d'ici l'été, ce qui pourra nous permettre de réouvrir les économies. Mais on voit bien qu'il y a aujourd'hui des risques à la baisse quant à cette ouverture, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même 15 à 20% de l'économie qui n'opère pas à un taux de capacité normal. Donc, on ne peut pas vraiment parler de reprise, mais plutôt d'effet de rattrapage dû à des fermetures. Donc, pour nous, effectivement, la reprise sera plus visible en deuxième moitié de cette année. Mais encore une fois, à condition qu'on arrive à rattraper ce retard sur la vaccination et enclencher les effets de confiance. Que ce soit les effets de confiance sur le consommateur, parce qu'on voit aujourd'hui le consommateur, il continue à épargner, il continue à être inquiet sur la hausse du chômage, même si on a les dispositifs de chômage partiel. Et donc, aujourd'hui, avec l'épargne des entreprises, on est à plus de 1 trillion d'euros en zone euro, bloqué quelque part sur les comptes bancaires, de l'argent qui ne circule pas et ne peut pas créer de la croissance, des emplois ou de l'investissement. Donc, il faut donner cette confiance au secteur privé, à la fois aux consommateurs pour qu'ils consomment, pour qu'ils investissent, mais aussi aux entreprises pour investir, ce dont on a parlé au début. Par contre, sur 2022, on a encore des effets de rattrapage puisqu'on n'attend pas revenir au niveau pré-crise avant le deuxième trimestre de 2022 dans l'ensemble de la zone euro. Donc quand même assez tard parce que les États-Unis vont y arriver en deuxième moitié de 2021, la Chine y est déjà. Donc encore une fois, l'Europe a un petit peu plus de retard. Mais la question se pose sur ce retour à la réalité en 2022. Quand les dispositifs étatiques seront probablement réduits à minima, très ciblés sur les secteurs Covid. Et donc, on a aujourd'hui cette dépendance du secteur privé, que ce soit les ménages ou les entreprises, aux dispositifs étatiques. Et donc, nous, effectivement, on met toujours l'accent en tant qu'économiste sur cette sortie, puisqu'il faut qu'elle soit très bien gérée, puisque c'est la nouveauté un petit peu de cette crise. On a enclenché des dispositifs très important, très vite, mais en même temps, on a créé une dépendance de l'économie à ces dispositifs et c'est la première fois qu'on le fait. Et donc, effectivement, l'Europe n'est pas la Chine ou l'Europe n'est pas les États-Unis. On voit aujourd'hui, on essaie de sortir de ces dispositifs étatiques vers le fonds de reprise et aujourd'hui, on voit bien qu'on prend du retard aussi sur ce fonds de reprise du fait de sa constitution qui est un petit peu lourde et bureaucratique. Donc, il faut vraiment qu'on s'active pour pouvoir dire, les 750 milliards d'euros de fonds de reprise en Europe, encore une fois, quelque chose d'inédit pour la première fois coordonné, pour vraiment que ça commence à générer de la croissance à partir de 2021. Il ne faut pas attendre 2022. Puisque 2022, encore une fois, je pense que c'est l'année de retour à la réalité par rapport à ces dispositifs étatiques et on va effectivement vers un cycle de défaillance qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant, justement grâce à ces aides étatiques. Et donc pour nous, c'est un petit peu ça le point bas de 2022, puisqu'en même temps, on sait qu'on a des effets de rattrapage, mais en même temps, la reprise peut ne pas être soutenable si derrière, on a des effets secondaires négatifs qui s'enclenchent suite à cette crise sanitaire. Bien, eh bien, écoutez, on a 4 ou 5 questions qui sont arrivées. L'une pour Jean-Luc Isoard. Vous avez évoqué le business model d'Héliosphère particulièrement résistant pendant la crise. Qu'en est-il de la relance? Prévoyez-vous d'investir? Dans quel domaine? Excusez-moi, je n'ai pas bien compris la question. Il y a eu une petite coupure. Oui, la question c'est, vous avez évoqué le modèle particulièrement résistant d'Héliosphère pendant la crise. Qu'en est-il de la relance?
prévoyez-vous d'investir? Dans quel domaine? Alors la réponse est oui. Nous investissons. Alors là c'est l'entreprise qui parle. Hein. Nous investissons évidemment dans nos produits. Donc nous sommes, comme vous l'avez dit, une entreprise qui est spécialisée dans les solutions d'information économique et financière sur les entreprises françaises et internationales. Et nous apportons à nos clients des solutions pour les aider à gérer leurs risques de contrepartie tiers, donc aussi fournisseurs. Donc nous investissons beaucoup dans les technologies qui nous permettent d'être de plus en plus prédictifs. Donc on investit dans le domaine de l'IT, hein, dans l'intelligence artificielle, hein, sans dire de gros mots. Donc voilà, on investit énormément dans des produits de plus en plus prédictifs, mais on n'exclut pas non plus aujourd'hui d'investir aussi pour se rapprocher d'autres entreprises à qui on pourrait apporter une capacité à se développer et qui nous apporterait aussi des croissances additionnelles à notre propre croissance. Donc la réponse est oui. On va continuer à investir très clairement. Bien. Une question qui est plutôt pour Jean Revaux, je pense. Les programmes d'affacturage s'accompagnent-ils nécessairement d'une assurance crédit? Généralement, oui. Il y a quelques exceptions, mais c'est à la marge. Le principe même de l'affacturage, c'est d'être le facteur est propriétaire de créances et va se faire payer et ne doit pas se retourner vers celui qui lui a cédé ses créances. Donc l'entreprise a cédé ses créances, on doit en faire notre affaire. Donc en principe, effectivement, on s'appuie sur de la garantie vis-à-vis du débiteur final. Voilà. Il peut être délivré par le facteur ou par le biais d'ailleurs d'intervention en complément de garanties existantes au travers de contrats d'assurance crédit déjà en place. Bien, une question moins évidente à attribuer en tout cas. Quid de la technique du bartering? Système d'échange produits et services inter-entreprises, outil de financement intéressant en période de crise? Pour l'interrogation de la part d'un participant dans la salle. Quelqu'un se sent... Bon. Désolé, on va sortir notre joker. Dans le cadre de la reprise en cas, le système de prêt de salariés contre remboursement de salaire devrait être utilisé par les entreprises qui connaissent un fort rebond et l'entreprise qui souffre pour préserver des salaires sans obérer les finances de l'État. C'est un bon levier de liquidité. Savez-vous ce qui est déjà très utilisé? La réponse implicite des participants à table ronde est probablement non. Je pense qu'on en a tous entendu parler très clairement. C'est une solution techniquement intéressante. Après, savoir si ça a été réellement mis en place aujourd'hui, il y a certainement aussi des contraintes liées au droit du travail. Enfin, il y a un certain nombre de complexités. Donc, je ne sais pas moi très clairement si ça a été utilisé aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on en a entendu parler pendant toute cette période. Merci. Et une dernière question, est-ce qu'il est trop tard pour demander un PGE? Là, je peux répondre. Non, le PGE est disponible jusqu'au 30 juin. Très bien. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vois tout sur le fil. Je vous remercie tous les 5 de votre contribution à cette table ronde, de vos réponses apportées.